Bonjour, bonjour à tous, bienvenue en ce mardi 13 décembre, déjà ça file à toute vitesse. Bienvenue à tous, vous êtes sur le mug. Bonjour, bonjour à tous encore, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes levés du bon pied ce matin. Vous entendez que je suis encore un peu prise, mais c'est rien de comparable par rapport à la semaine dernière. Je suis vraiment sur la fin, donc voilà, mon rhume est en train de perdre et je suis en train de gagner, voilà. Donc j'espère que vous allez bien dans la chatroom. J'en profite pour vous faire des petits coucous. Salut Laetitia, salut Gary Gréo, salut Alan, salut Groff BD, salut Poppy, salut, bon mardi à toutes et à tous. Très bon mardi à toi, moi aussi. J'ai mon petit mug gravier. Salut Olex, salut Samuel. Salut Polaire, salut Seni, Scana, salut Psyonix, salut Yves, salut Zenoub72, bienvenue à tous. Réveillé par mon chat, mais un boost de productivité. Écoute, voilà, très bien. Tu commences plus tôt la journée, tu la termineras potentiellement plus tôt. C'est pas grave. Et puis bon, être réveillé par son chat, c'est... J'allais dire, c'est une petite boule de fourrure câline, mais moi, quand je suis réveillée par mes chats, c'est pas pour un câlin. C'est plus pour des croquettes. Et donc, ils me sautent dessus, littéralement, pour me réveiller. Donc ça, on n'a pas... C'est pas encore optimal. Le petit réveil à 4h, 4h30 du matin, c'est pas top, quoi. Hein. Mais bon, j'espère que toi, il t'a pas réveillé aussitôt. Salut les geeks Apple, bienvenue, salut Ratamok, salut Lulu Simpson, bonjour à tous. Si, aussitôt, toi aussi. Dur, je compatis, je sais ce que c'est. Et à côté, moi, j'ai Jérôme qui dort à point fermé, qui n'est pas réveillé, parce que c'est moi qui le vise, les chats. Ouais, il veut son petit-déj à 4h du mat', ouais. Mais il l'a pas. Il le sait en plus, hein. Tous les matins, le rituel, c'est il me réveille à 4h en me sautant dessus, 4h, 4h30. Du coup, je sors du lit, je prends l'autre chat qui dormait tranquillement et je mets les deux dans le salon et je les enferme. Voilà, jusqu'à 6h, 6h30 pour ensuite me lever. Alors ça va, j'ai pas la laine fétide du chat non plus, parce qu'il vient pas jusque là, tu vois. Non, il me saute dessus avec ses petites pattes, avec pas beaucoup de surface et un poids quand même, voilà, il fait son poids, quoi. Il me saute dessus, c'est super agréable. Tu devrais lui apprendre à réveiller, Jérôme. Si t'as des astuces pour faire ça, Yves, je veux bien que tu me les partages. Parce qu'à part ne pas être à l'appartement, sinon il me réveille moi. À propos de chats, tu as vu les dernières pubs pour Back Market? Oui, je fais ce que je veux, je les ai vues dans le métro, il y en a une, c'est... Il n'y a pas que les chats qui ont 9 vies, etc., où tu vois une patte de chat sur la pub, et c'est pour parler de reconditionnement, je crois. Je crois. Je crois que si c'est ça dont tu parles, je l'ai vu. J'ai un chat qui aime dormir sur ma tête et des fois ça met tout dans mon sommeil. C'est dangereux, ça. Moi, ça va. Il dorme pas sur la tête. J'aime beaucoup là, Jérôme qui dit à Yves, très mauvaise idée. Bon, sinon, de quoi va-t-on parler ce matin ? On a un petit programme sympathique. On va parler notamment du rachat de start-up, puisque Gorillaz, après avoir racheté Frishti, avoir avalé la société française Frishti, Gorillaz, start-up allemande, se fait avaler lui-même par Getir, autre société de livraison express, secteur en pleine expansion, hein, depuis la crise sanitaire, et qui du coup actuellement depuis maintenant 2 ans voit le marché se concentrer, hein, le nombre d'acteurs se concentrer pour se réduire, donc ça c'est assez intéressant. Donc c'est fini pour Gorillaz, ou en tout cas ça continue, mais ça continuera avec Getir pour la start-up allemande. On continuera pour prendre des nouvelles des frasques d'Elon Musk.
Et cette fois-ci, alors je ne sais pas si c'est Elon Musk personnellement qui l'a fait, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Twitter a dissous le conseil Trust and Safety Council, le conseil de bénévoles qui permettait de conseiller Twitter, notamment sur ses politiques de modération par rapport à certaines communautés et au respect des droits humains. Donc voilà, donc on verra pourquoi ça a été dissous, qu'est-ce qu'on sait sur cette dissolution, qu'est-ce qui s'est passé exactement. On parlera un petit peu des informations qu'on a. Aussi autre, donc ça c'était une information, là c'est une rumeur, il paraîtrait que Elon Musk prépare Twitter à une nouvelle révolution en termes de nombre de caractères. Vous vous rappelez, en 2017 on était passé de 140 caractères à 280 caractères, on avait doublé la longueur des tweets qui avait été depuis longtemps demandée. Et ben c'est pas fini puisque Elon Musk a confirmé qu'il comptait étendre cette limite à 4000 caractères. 4000 caractères, ça équivaut à un petit article, hein. Voilà. Donc quelle forme ça va prendre? Est-ce que vous pensez que c'est viable pour Twitter? Est-ce que ça va tuer l'expérience Twitter? On pourra en parler tout à l'heure. Et puis on continue avec une autre saga ce matin, la saga FTX. Vous savez, cette plateforme d'échange de crypto-monnaies qui a fait faillite en novembre dernier, hein, le 11 novembre très exactement, et qui avait à sa tête Sam Bankman-Fried ou SBF pour les intimes, qu'on surnomme SBF. Et ben ça y est, c'est tombé. Il aurait été arrêté aux Bahamas lundi à la demande des autorités américaines. Ça a été annoncé par le procureur de New York, ça s'est passé hier. On aura peut-être plus d'informations aujourd'hui sur qu'est-ce qu'il prévoit de faire. En tout cas, l'ancien CEO de FTX, parce que depuis, le CEO a été remplacé par John Ray, hein, qui est le nouveau patron de FTX. Voilà, l'ancien patron de FTX, SBF, Sam Bankman-Fried, a été arrêté par les autorités aux Bahamas. Voilà. Et puis, on continuera et on ira faire un tour du côté des développeurs et encore d'intelligence artificielle. On avait parlé de ChatGPT la semaine dernière et comment Stack Overflow avait pris la décision temporaire d'interdire les messages ou en tout cas les réponses générées par ChatGPT parce que ça a généré ce qu'on appelle du fluent bullshit, c'est-à-dire des réponses qui à première vue ont l'air vraies mais qui sous une analyse un peu plus poussée s'avèrent fausses la plupart du temps. Eh ben, c'est intéressant parce que GitHub, eux, ils vont aussi, GitHub, une plateforme qui a été rachetée par Microsoft, je le rappelle, ils y vont aussi avec leur propre intelligence artificielle, également en collaboration avec OpenAI. Cette intelligence artificielle, elle s'appelle Copilot, et en tout cas, c'est un outil qui va permettre aux ingénieurs, a priori, d'avoir une plus grande productivité. On verra qu'est-ce qu'ils ont appris depuis qu'ils ont commencé à le tester. Est-ce que les ingénieurs sont contents ou pas? Est-ce qu'ils pensent que ça améliore leur productivité? On le verra tout à l'heure. Et puis pour les fans de GeoGuessr, vous savez, ce jeu qui vous catapulte dans l'univers de Google Maps pour deviner et localiser où vous vous trouvez dans Google Maps dans le monde, si ça vous ne suffisait pas de jouer au GeoGuessr dans le monde humain réel, maintenant vous pourrez le jouer à travers vos jeux vidéo préférés. Voilà, donc je trouve ça assez sympa. Des créateurs en tout cas qui ont créé un nouveau jeu, des Anglais qui ont défini ou créé un jeu de GeoGuessr dans des jeux vidéo célèbres type on a Fortnite, World of Warcraft, Skyrim, etc. Donc on en parlera tout à l'heure et ça m'intéresse d'avoir votre avis si vous souhaiteriez jouer à GeoGuessr dans des jeux vidéo et notamment pour ceux qui ont déjà testé le GeoGuessr, ça peut être très sympa. Et puis on terminera avec la dernière news de la journée et ça sera un petit tour d'horizon ou en tout cas de test, de retour d'expérience des équipes de Presse Citron après avoir testé pendant une semaine le nouveau service de streaming appelé Paramount+.
Pour ceux qui ont Canal+, vous avez la possibilité de l'ajouter directement à votre pack. Voilà, vous pouvez l'avoir directement depuis l'application Canal+. Vous n'allez peut-être pas forcément télécharger l'application Paramount+. Mais pour ceux qui se posaient des questions, parce que je rappelle quand même que Paramount est un des studios les plus célèbres, avec un back catalogue assez impressionnant en termes de films, c'était intéressant quand même de tester l'expérience. Donc les équipes de Presse Citron l'ont fait et on va en discuter ensemble pour voir si c'est un nouveau service de streaming pour lequel vous seriez tenté ou pas. Voilà pour ce matin. J'espère qu'il vous plaît. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec le Kawa. Donc, on commence avec le Kawa et avec les actualités tech ce matin. On va commencer du coup par le rachat de start-up. Donc, je vous parlais notamment du secteur du marché de la livraison express qui était en pleine expansion depuis à peu près 2 ans, pile poil avec la crise sanitaire. On était tous bloqués chez nous et donc du coup, le fait de commander en ligne ses courses ou tout autre service produit était quand même assez pratique et donc a vu l'arrivée de plein de services du type Getir, Gorillaz, Flink, Cajoo, etc. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? On a appris que Getir avait racheté Gorillaz. Ça y est, c'est acté, hein, en tout cas. C'est un secteur qui a du mal à être rentable et donc, du coup, c'est très, très compliqué en termes de concurrence. Le prix de la transaction a été fixé à 1,2 milliard de dollars. Ça a été déclaré par le fondateur de Getir, Serkan Boranshvili. Getir d'ailleurs, pour information, c'est une start-up qui a été fondée en Turquie. C'est d'origine turque. Ça a été fondé en 2015 et il se revendique comme justement le pionnier de la livraison ultra rapide. Aujourd'hui, ils opèrent quand même dans 9 pays sur 3 continents et ils ont bouclé un tour de table de 768 millions de dollars au premier trimestre 2022 qui permet de valoriser l'entreprise Getir à 10 milliards d'euros. Donc quand même un gros poisson, c'est quand même pas mal, surtout pour un secteur comme ça qui est très très compétitif. Et donc du coup, c'est intéressant parce que donc voilà, ils ont fait le rachat à 1,2 milliard de dollars de Gorillaz, donc ils tuent un compétiteur et ils accroissent leur force de frappe, on va dire ça comme ça. Ce qui est intéressant par contre, c'est que certes le prix d'achat de Gorillaz a été fixé à 1,2 milliard de dollars, mais la valorisation il y a un certain temps, c'est-à-dire fin 2021, était valorisé à presque le double, puisqu'il était valorisé à 2,1 milliards de dollars. Donc on voit que Gorillaz a vu sa valeur perdre, puisqu'ils se sont lancés en 2020. Ils ont eu un gros coup d'accélérateur comme la plupart de ces types de services avec la crise sanitaire, mais justement avec l'après-crise sanitaire, le retour sur le lieu du travail, le fait qu'on puisse ressortir, retourner faire ses courses en présentiel, etc. Et avec je pense le marché très le climat économique qui est très tendu, très négatif actuellement. Ils avaient déjà annoncé en début d'année, au printemps, que Gorillaz allait licencier 300 personnes. Voilà. Donc du coup, c'est un vrai mouvement de concentration ici avec les rachats des différents compétiteurs. C'est pas le premier d'ailleurs, parce qu'en Europe, on avait Flink qui s'était emparé au mois de mai de son concurrent Cajoo. Et qui avait du coup repris le partenariat noué avec le géant Carrefour. Et donc clairement, ça marque un petit peu le mouvement du marché du quick commerce, hein, comme on l'appelle, qui se resserre depuis 2 ans. Il y a Kagan Summer, le CEO et cofondateur de Gorillaz, qui a justement commenté à ce sujet. Il a dit en janvier 2020, il y avait 30 acteurs dans le secteur de ce commerce rapide. En janvier 2021, il n'en restait plus que 15, donc la moitié. Et en janvier 2022, il en restait 4 seulement. Donc vous voyez que vraiment c'est un climat très très concurrentiel, très très difficile pour ce type de société.
Il y a Fabrice qui nous dit « Je suis désolée, mais perso, quand j'entends parler de Gorillaz, je pense au groupe de musique Gorillaz. » Oui, non, mais je te comprends, j'ai un peu le même problème que toi, surtout que moi, j'ai jamais utilisé le service de livraison Gorillaz. Donc, je connaissais même pas. La première fois où j'en ai entendu parler, c'est quand j'ai appris qu'ils rachetaient Frishti, la start-up française de livraison de plats. Et de courses aussi, mais à part ça, avant ça, je n'en avais pas entendu parler. Ah bah il y a Yves qui nous dit qu'il ne savait même pas que ce type de service existait. Cyanut qui nous dit 4 ça va encore, c'est suffisant. Oui, après il faut voir dans quel marché ils opèrent. Je ne sais pas s'ils opèrent sur les mêmes, dans les mêmes pays, les mêmes continents, etc. Donc à voir. En tout cas, vous êtes au courant. Pour ceux qui utilisent Gorillaz, vous allez certainement être avertis et voir un petit peu quel va être le futur du service. Est-ce que vous allez quand même pouvoir continuer à utiliser l'application? Ça m'étonnerait un petit peu, mais bon, on sait jamais quoi. Donc voilà, on n'a pas plus d'informations en tout cas sur comment le rachat va s'effectuer, comment ça va impacter évidemment les services. On vous tiendra au courant si on a plus d'informations. Autre information qui est tombée ce matin, je l'ai attrapée au vol, c'est Twitter qui a dissous son conseil de confiance et de sécurité, si on traduit littéralement le nom, c'est Trust and Safety Council. C'était le groupe de conseil qui avait été formé avec notamment 100 personnes bénévoles, qui étaient des personnes indépendantes, qui faisaient partie soit d'organisations soit qui défendait les droits humains, etc. Et qui se rassemblaient, qui avait été créé à l'époque en 2016 et qui avait pour but de lutter ou en tout cas de conseiller la société Twitter pour comment gérer les problématiques de hate speech, de discours de haine, voilà, j'en perds mes mots, de discours de haine, d'exploitation des enfants, de risque de suicide, de violences auto-infligées, etc. Donc quand même une mission très importante, une mission assez lourde. C'était une mesure que Twitter avait prise alors qu'ils avaient été pointés du doigt justement sur leur inactivité concernant la modération et la mise en danger de certaines communautés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été annoncé en tout cas par les représentants de Twitter hier soir. Twitter a informé le groupe bénévole par email qu'ils étaient en train de dissoudre du coup ce conseil. Et ça s'est passé juste avant un meeting, une réunion qu'ils avaient de prévu ce lundi. C'est intéressant parce qu'en plus, la semaine dernière, ils avaient confirmé qu'ils allaient tenir ce rendez-vous. Twitter, donc, qui est basé à San Francisco, avait confirmé le rendez-vous avec le conseil jeudi dernier dans un email. Ils avaient même promis une conversation ouverte avec un Q&A, des question and answers, donc la possibilité de poser des questions et d'avoir des réponses de la part du staff de Twitter, et notamment la nouvelle Head of Trust and Safety, Ella Irwin. Là, pour le coup, c'est raté. On sent que c'est un peu instable, Twitter. Ils disent quelque chose, 2 jours après, ils se contredisent et ils dissouent carrément un conseil. On a du mal un petit peu à savoir sur quel pied danser. Alors, pourquoi ils ont dissous le conseil ? Ça vient peut-être des événements qui ont suivi justement la confirmation du coup de ce rendez-vous jeudi dernier, puisque le même jour de la confirmation reçue par email de ce rendez-vous le lundi suivant, il y a 3 membres du conseil qui ont annoncé publiquement sur Twitter qu'ils se retiraient du conseil.
et qui déclarait que, contrairement aux annonces d'Elon Musk, la sécurité et le bien-être des utilisateurs de Twitter sont en déclin. Donc là, c'était quand même une attaque, une déclaration par rapport aux prises de position et aux mesures mises en place depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter et prises par Elon Musk lui-même. Là, il vise Elon Musk. Et suite à cette déclaration, rapidement, ces membres de conseil sont devenus un petit peu la cible d'attaques sur Twitter après que Elon Musk ait amplifié la critique à leur rencontre sur Twitter en critiquant l'ancien leadership, on va dire l'ancien... je perds mes mots là aujourd'hui entre l'anglais et le français. Les anciens gérants, on va dire, de Twitter et l'ancienne direction que prenait Twitter, et notamment avaient pointé du doigt le conseil et les anciens dirigeants en disant qu'ils n'avaient pas fait assez pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants sur la plateforme. Il avait même dit c'est un crime pour lequel il refuse de prendre des actions contre l'exploitation des enfants pour des années. Voilà, je trouve ça un peu une traduction littérale. Et donc, du coup, il y a eu un nombre d'attaques croissant contre les membres du Conseil qui ont mené à des craintes pour les membres restants sur des attaques pour leur sécurité, etc. Ils ont même envoyé un email plus tôt ce lundi pour demander à Twitter d'arrêter de mal représenter le rôle du conseil auprès de Twitter. Je trouve ça intéressant parce qu'en effet, Elon Musk rejette la responsabilité ici de l'inaction de Twitter sur le conseil. Pour rappel, ce conseil n'avait que le rôle de conseil. Pour le coup, c'était un conseil qui n'avait que rôle de conseil. Il n'avait aucun rôle de... prise de décision ou d'analyse spécifique de cas ou de prendre des décisions sur certains cas. Ce n'était pas leur rôle. Ils étaient uniquement ici pour donner un contrepoids finalement aux directions de Twitter pour essayer de faire valoir les droits des utilisateurs et la protection des droits humains ici et de certaines communautés. Et donc du coup je trouve ça un petit peu facile et un peu naïf pour Elon Musk de rejeter la responsabilité sur le conseil. Donc c'est un petit peu... vous connaissez un petit peu mon avis sur ce qui est en train de se passer, mais c'est clairement pas... rassurant, j'ai envie de dire c'est assez irrespectueux également d'annuler et de dissoudre un conseil quelque temps avant, très peu de temps avant le rendez-vous qui était prévu. C'est un petit peu lâche, on peut même le dire. La moindre des choses, ça aurait été de l'annoncer de visu durant ce meeting, à la rigueur. Mais bon, voilà, c'est un petit peu étonnant, mais pas tant que ça, au vu des directions que prend Twitter dernièrement. Voilà. 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 Donc, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire ? Autre information, il y a une personne qui s'est exprimée, notamment c'est Patricia Cartes, qui est une ancienne employée de Twitter et dont le job avait été justement de former ce conseil en 2016, qui s'est exprimée lundi, et c'est pas très étonnant, et elle dit évidemment que la dissolution du conseil montre qu'il n'y a plus de vérification ou d'équilibre au sein de Twitter et que Elon Musk ne valorise pas vraiment l'avis des experts ici. Il en tient de moins en moins compte et donc du coup, évidemment, c'est toujours assez inquiétant. Donc voilà, on n'a pas plus d'informations pour le moment. Après, ça peut être temporaire, c'est-à-dire qu'il a pris la décision en effet de dissoudre ce conseil. D'ailleurs, le mail qui a informé, et donc c'est un mail signé par Twitter, c'est pas un mail signé par Elon Musk. Le mail mentionnait qu'ils étaient en train de réévaluer la meilleure manière d'apporter des insights, un point de vue extérieur par rapport à ce type de sujet. Et il mentionnait également cet email, notre travail est de rendre Twitter... safe, sécurisé, un endroit d'information où les choses
un endroit d'information qui va bouger de plus en plus vite et plus agressivement qu'avant et qui va continuer à accueillir des idées, vos idées pour atteindre cet objectif. Donc a priori, il ne ferme pas complètement la porte à cette perspective extérieure. Il dit en effet que ce conseil n'était pas la meilleure manière pour avancer, être flexible et avancer rapidement et prendre en compte au mieux la sécurité des utilisateurs. Maintenant, ça sera intéressant de voir qu'est-ce qu'il propose en termes d'alternatives. Là, c'est vrai que pour l'instant, la seule information qu'on a, c'est la dissolution du conseil. Évidemment, on en parlera le jour où ils annoncent une autre approche sur le sujet. Il y a Caribou qui nous dit c'est assez affolant chez certains partisans de la liberté totale, cette propension à ne pas accepter les voix discordantes. Ouais, je sais pas si c'est cette problématique-là. En tout cas, clairement, Elon Musk est en train de faire le ménage. Mais ce qui est intéressant, c'est que il le fait de manière assez brutale, assez sans demi-mesure, ce qui met en danger en attendant les utilisateurs actuels parce qu'il n'a pas d'alternative. Et donc c'est ça qui est un petit peu étonnant en fait. À voir. Alors après, il y a Billboard qui nous dit quelque chose d'intéressant. Quand on envoie des fusées dans l'espace, on n'a pas le droit à l'erreur. Je pense qu'il va faire la même chose sur Twitter. Je me pose la question, Billboard, parce que clairement, il ne prend pas les mêmes mesures de sécurité. Après, tu peux me dire que les risques ne sont pas les mêmes. Et j'ai envie de te dire oui et non, parce que Twitter a un impact international, alors qu'envoyer des fusées, ça impacte les 2-3 personnes d'équipage qui sont dedans potentiellement. Donc c'est là où je trouve qu'il y a un vrai risque avec les réseaux sociaux, c'est que la puissance qu'ils ont et la force de frappe auprès du public est très très importante. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Et là, on a un peu quand même l'impression qu'il le prend à la légère. À voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Twitter est vraiment au milieu d'un grand changement, à voir s'il va y survivre ou pas, et quelles vont être les nouvelles mesures qui vont être prises, les nouvelles démarches. À voir. On continue avec Twitter, mais cette fois-ci, c'est sur une rumeur. Ça n'a pas été confirmé, ça a été confirmé par Elon Musk, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a quand même une petite différence. Donc à prendre avec des pincettes. C'est sur le nombre de caractères qui seront autorisés dans les tweets sur la plateforme Twitter. Alors, on rembobine, on revient en 2017, à l'année où justement Twitter avait mis fin à la limite des 140 caractères sur la plateforme par tweet, qui avait inquiété d'ailleurs les utilisateurs à l'époque. Et c'est vrai que on n'avait plus besoin en fait à l'époque de cette limite de 140 caractères qui venait historiquement du nombre de caractères maximal des SMS. Et donc du coup, à l'heure d'internet et des messages illimités, ils avaient fait sauter cette limite et l'avaient au moins doublé jusqu'à 280 caractères. Là, ce qui s'est passé, c'est que justement Elon Musk a confirmé à un utilisateur du réseau social par un bref oui, tout simplement, qui comptait étendre cette limite de caractères à 4000 caractères, soit autant que pour un article sur le web de longueur moyenne, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, on peut se dire, mais ça va changer drastiquement l'usage de Twitter, parce qu'on est sur une plateforme qui est censée bouger rapidement, et donc il y a des messages courts, brefs, concis. Et donc, du coup, passer de 280 caractères à des messages qui peuvent aller jusqu'à 4000 caractères, ça va complètement tuer la plateforme. Alors, oui, non, je pense qu'on peut temporiser. D'abord, la limite de 4000 caractères, ça ne veut pas dire que tous les tweets vont être à 4000 caractères. C'est une liberté. Ça ne veut pas dire que tout le monde va la prendre d'une chose. De plus, il dit qu'il va autoriser la limite de 4000 caractères, mais ça ne veut pas dire que sous quelle forme, il ne mentionne pas quelle forme, ça va potentiellement être un bouton pour déployer et déplier un message plus long. On l'a vu d'ailleurs, il y a certaines personnalités qui ont trouvé des astuces pour partager des messages plus longs sur la plateforme, et c'est notamment de partager des notes. Là, vous avez un exemple avec Kylian Mbappé, justement, à la suite d'avoir gagné le trophée du meilleur joueur de Ligue 1. Il avait publié des remerciements sous la forme de notes, d'une capture d'écran de ces notes. Je peux vous montrer... Non, ça n'a pas marché. Hop. Voilà. Non, ça ne marche pas. Ok. Hop.
Donc il avait publié sa capture d'écran avec sa note et son message. Et donc c'est typiquement pour lutter contre ce type de pratique et permettre finalement à des utilisateurs d'utiliser la plateforme Twitter pour pouvoir s'exprimer un peu plus longuement. Voilà. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Donc on a en effet cette méthode de prendre une capture de ces notes. On a également d'autres plateformes spécialisées qui existent comme TweetLonger qui permettent d'intégrer dans un tweet un lien qui mène vers la suite d'un message. Donc ça se fait sortir de Twitter. C'est évidemment pas dans l'intérêt de Twitter ici. Donc il y a plein de choses comme ça qui poussent et qui montrent l'intérêt de Twitter d'étendre cette limite. Voilà. Donc je suis pas vraiment inquiétée sur le fait d'avoir une longueur qui va augmenter comme ça, parce que je pense qu'ils vont trouver une astuce, juste que ce soit un bouton pour déplier ou une manière pour que ça reste une plateforme rapide, et que si on a envie de lire la suite, eh ben on aura une manière d'y accéder directement dans Twitter. Voilà. D'ailleurs, a priori, où est-ce que j'avais vu ça, c'était en travail depuis plusieurs mois. Bon, je sais pas où j'ai lu ça. Mais a priori, cette possibilité de donner, de permettre à des gens d'écrire des messages de 4000 caractères, ça vient pas d'ailleurs avec Elon Musk. C'était quelque chose qui était en développement depuis plusieurs mois. Après, est-ce que ça va être disponible pour tous, ou est-ce que ça sera disponible uniquement pour les utilisateurs Twitter Blue? Ça, on ne le sait pas. On en parlera quand on aura vraiment l'information de la sortie de cette fonctionnalité. Mais c'est vrai que Elon Musk était un peu concentré sur améliorer Twitter pour ses utilisateurs ses utilisateurs payants. Donc c'est possible qu'il limite cette fonctionnalité finalement à ses utilisateurs. À voir. Moi, j'y crois pas trop, mais bon. Alors Fabrice, tu nous dis, après passer de 280 à 4000 caractères, ça fait un sacré gap. Oui, mais comme je te dis, ça ne veut pas dire que les tweets eux-mêmes vont avoir 4000 caractères. Ça veut dire que tu auras la possibilité d'avoir des messages de 4000 caractères sur la plateforme, mais ça ne veut pas dire que à première vue, tu verras 4000 caractères sur ta timeline. J'en doute. Honnêtement, j'en doute très fortement. Voilà. Je vous propose de continuer. Et on va continuer cette fois-ci avec l'autre saga. L'autre saga, c'est FTX. FTX, vous le savez, c'est cette plateforme d'échange de crypto-monnaies qui a fait faillite le 11 novembre dernier. Elle était d'ailleurs, elle avait 1 million de personnes et d'organisations auxquelles elle devait de l'argent. C'est quand même énorme. Son effondrement, d'ailleurs, rappelez-vous, a été quand même spectaculaire, représente l'un des plus importants déboires financiers de l'année. Et il s'est écoulé que 10 jours entre le moment où il y a eu les premiers problèmes de la plateforme le 2 novembre et le moment de dépôt de bilan le 11 novembre. On a Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX à l'époque, qui était l'une des figures emblématiques de l'industrie des crypto-monnaies. Il était un peu partout comme le chevalier blanc pour conseiller et aider à faire comprendre l'intérêt des crypto-monnaies. Il a démissionné à l'époque, là en novembre, dès l'annonce de la faillite. Et depuis, c'est John Ray qui a pris les rênes de l'entreprise et qui a la lourde tâche donc de superviser les futures actions de l'entreprise. Donc clairement, FTX se trouve en situation délicate. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Tout simplement, cette fameuse star déchue des crypto-monnaies, Sam Bankman-Fried, qu'on surnomme SBF pour ses initiales, justement a été arrêté aux Bahamas hier, lundi, à la demande des autorités américaines. Ça, c'est Damian Williams, le procureur de New York, qui l'a annoncé. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce que depuis un mois, depuis la faillite finalement de FTX, SBF, il enchaînait les apparitions médiatiques malgré le risque de procès pour fraude après donc la fameuse implosion spectaculaire de sa société qui était valorisée à l'époque quand même 32 milliards de dollars.
Voilà, on parlait de 10 milliards de dollars de valorisation pour Getir. Là, on était quand même sur 32 milliards de valorisation pour FTX. Donc, ça vous donne quand même une idée de la force et du poids de la plateforme. Je vous rappelle quand même que c'était une des 2 plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies dans le monde. Et justement, les États-Unis ont porté plainte contre le trentenaire et vont probablement demander son extradition. Donc ça, c'est le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, qui partage cette information. Donc, ce qui est intéressant, c'est que SBF devait déjà s'exprimer aujourd'hui devant une commission parlementaire de la Chambre des représentants, d'ailleurs accompagné de John Ray, le nouveau patron de FTX, pour rendre des comptes sur qu'est-ce qui s'était passé. Mais voilà, et là, il a carrément été arrêté. Voilà. Alors, l'effondrement de FTX, à première vue, d'après les premières informations qu'on a eues, semble résulter donc de la concentration absolue du contrôle entre les mains d'un petit groupe d'individus assez inexpérimentés finalement, qui n'ont mis en œuvre aucun des systèmes ou de contrôle requis pour une société à laquelle sont confiés l'argent ou les actifs d'autres personnes. C'est quand même affligeant comme constat. Tu te demandes comment une boîte qui va gérer des actifs ou des biens des actifs de personnes n'est pas requis de rendre des comptes et contrôler pour avoir mis en place ce genre de pratique. Moi, je trouve ça hallucinant. En tout cas, il y a eu des énormes répercussions sur le marché des crypto-monnaies et sur plein de business, malheureusement, qui ont dû faire faillite parce que leurs actifs étaient chez FTX et que ils n'ont pas pu les récupérer. Ils avaient 8 milliards de dettes ou un truc dans le genre. Je regarde, j'avais l'information tout à l'heure. Non, je n'ai plus l'info. Mais donc voilà, donc il y a très peu de chances de retrouver les actifs, quoi. Malheureusement pour eux. Alors, il est en prison, il a été arrêté. Il n'est pas en prison, il a été arrêté très certainement pour voir quelles sont les étapes suivantes après la justice. Il y a les États-Unis qui veulent l'extrader là-bas pour le juger. À voir, les Bahamas veulent aussi mener leurs propres enquêtes, donc leur propre enquête, donc à voir. C'est quel pays où leur monnaie officielle est en crypto déjà? J'en sais rien. Ça me dit rien du tout. Ça ne me dit rien du tout. Donc voilà en tout cas pour... tu nous dis le Salvador, Bicris? Ah, vous êtes plusieurs à confirmer, c'est le Salvador qui a sa monnaie officielle en crypto-monnaie. C'est un sacré pari quand même. Le Salvador met aucun impact, c'est une monnaie reconnue officiellement, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup pour l'information, RapidWix. C'est pas la devise officielle, d'accord. Intéressant. C'est une des monnaies reconnues, mais c'est pas la seule monnaie. Merci beaucoup pour la précision. Donc voilà en tout cas pour l'information sur Sam Bankman-Fried. On continue et cette fois-ci c'est du côté de GitHub. GitHub qui met l'intelligence artificielle au service des développeurs. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, donc GitHub, pour rappel, société qui a été rachetée par Microsoft en 2018, qui est une plateforme pour les développeurs ingénieurs, a lancé un nouveau service, un nouvel outil qui s'appelle Copilot. Et il l'ouvre actuellement progressivement à un nombre croissant donc, de développeurs pour tout simplement apprendre de leur usage, de leur retour et itérer un petit peu sur le service. Donc cet outil, la Copilot, en quoi il consiste? Tout simplement, il utilise l'intelligence artificielle pour suggérer des lignes de code aux développeurs. Il a été développé en partenariat avec OpenAI. OpenAI, vous le connaissez,
puisque c'est une entreprise qui est à l'origine notamment de ChatGPT, dont on a parlé la semaine dernière. Et elle est également étroitement liée à Microsoft, puisque Microsoft y a investi 1 milliard de dollars en 2019. Voilà, et donc clairement, hein, on sent que Microsoft veut investir davantage et profiter de l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience et donner des outils de plus en plus puissants, en tout cas, aux développeurs. Et donc du coup après on a des développeurs qui participaient notamment au GitHub Universe, hein, la conférence annuelle de GitHub à San Francisco, qui se sont exprimés justement sur leur utilisation de Copilot. Et il y en a un, Siva Kumar, qui affirmait justement « je m'en sers comme d'un deuxième cerveau ». Il est notamment très très enthousiaste à l'idée de tester Copilot for Business, qui a été lancé début décembre. C'est un programme qui coûte $19 par mois et par utilisateur aux entreprises. Et donc en gros, qu'est-ce qu'on sait? On a donc le PDG de GitHub qui s'est exprimé, hein, Thomas Damke, et il dit: chez GitHub, nous croyons que Copilot va jouer un rôle à chaque étape du cycle de vie des développeurs. Cela va de la création de code à sa révision, jusqu'à l'optimisation du déploiement sur le cloud. L'intelligence artificielle pourra aider à toutes les étapes du processus. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Pour Apple, c'est quand même GitHub est une plateforme, première plateforme en open source utilisée par 94 millions de développeurs. Elle est ultra connue parmi le monde et l'environnement des développeurs. C'est un chiffre en termes de nombre de développeurs qui a été multiplié par 2 en 3 ans. C'est colossal en termes de croissance. Et selon l'entreprise, on a 90 à 100 plus grandes entreprises américaines répertoriées par Fortune qui utilisent GitHub. Alors, je ne sais pas si on fait partie des 90 ou 100 plus grandes entreprises américaines, certainement pas, on n'est pas américain, mais en tout cas, chez Alan, on utilise GitHub, ça je peux vous le dire. Et là, qu'est-ce qu'on a comme information sur l'adoption et l'usage de cette fonctionnalité Copilot? Eh ben, en tout cas, on a 40% des lignes de code proposées par Copilot qui sont utilisées par les développeurs. Donc ça, c'est assez impressionnant. Évidemment, Microsoft espère que cette proportion va augmenter et montera jusqu'à 80% dans les 5 prochaines années. Et ça serait pas complètement étonnant. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce qu'on a vu sur tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter des patterns, donc des motifs récurrents qui reviennent. Donc quand je parle de motifs, ça peut être des lignes de code qui sont utilisées plusieurs fois parce qu'elles fonctionnent, etc. Et donc du coup de pouvoir conseiller des lignes de code pertinentes. Donc plus on le fait, plus on entraîne finalement le modèle d'intelligence artificielle avec des lignes de code pertinentes, plus elle saura justement conseiller les lignes de code pertinentes aux développeurs autres. Donc voilà. Des modèles, les patterns. C'est pas exactement ça, Néo. Les patterns, c'est quelque chose de récurrent. Il y a une notion de récurrence. C'est pour ça que je parlais de motif. Tu as un motif qui peut être un texte, une phrase, un bout de code, une image ou des caractéristiques. Par exemple, dans la reconnaissance d'image, pour reconnaître qu'un chat est un chat, tu vas reconnaître des patterns comme la taille, enfin je sais pas moi, la distance entre les yeux, la forme des yeux, la forme des pupilles, le fait que ce soit un animal à 4 pattes, etc., etc. Donc entre les images, tu vas trouver des points communs. Si c'est pertinent, ne répète pas la ligne de code, on les réutilise. Oui. Mais donc tu réutilises. Donc en fait, tu la répètes d'une certaine manière. Tu répètes ce que quelqu'un d'autre a fait, puisque tu la recrées pas. Ce qui est logique. Donc voilà, en tout cas. L'idée, c'est en effet d'atterrir à 80% des lignes de code proposées par Copilot qui sont utilisées par les développeurs. Donc assez ambitieux, assez intéressant. En tout cas, en termes de satisfaction, parce qu'évidemment, Microsoft et GitHub mènent un petit peu l'enquête sur le taux de satisfaction des développeurs, parce que s'ils sont satisfaits, il y aura plus de chances qu'ils l'utilisent. Et en gros, 88% d'entre eux se disent plus productifs avec l'aide de Copilot. Donc c'est quand même assez positif, quoi. Alors, Enco DevNet, tu mentionnes quelque chose de très important. Tu nous dis il faut malgré tout vérifier le code proposé. En effet,
En effet, c'est ce qu'on discutait un petit peu la semaine dernière, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle risque de suggérer aux développeurs du code contenant des failles de sécurité, et c'est la même logique que pour la production de texte finalement. On a vu qu'avec ChatGPT, même quand on lui demandait d'écrire des biographies, il insérait des faits qui sont faux dedans. Donc c'est très très important d'avoir une relecture par des experts de l'humain ici. Pour vérifier la véracité et la validité ici du code. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT, ou en tout cas cet outil Copilot, est entraîné sur des modèles, des patterns déjà existants. Donc, il ne va pas aller améliorer le code. Il ne va pas aller innover avec le code. Il n'a pas cette expertise. Il va aller répéter, récupérer des bouts de code qu'il a déjà vus ailleurs parce qu'ils sont utilisés en grande mesure. Donc c'est vraiment ça la différence. Et donc du coup, ça ne nous met pas à l'abri de failles de sécurité, etc. Donc c'est pour ça que c'est important que l'expertise humaine reste très très importante, ne serait-ce que pour l'innovation et ici dans un premier temps pour vérifier aussi la qualité du code généré. Et Kesmin, tu résumes très bien finalement, ça reste un copilote et pas un pilote. C'est vrai que ça a été nommé copilote. Hein. Donc c'est là pour vous aider, vous assister, mais ce n'est pas là pour faire le travail à votre place. Et en effet, Irgachev nous dit le développement implique la revue de code, que ce soit par un humain ou par une IA. Tout à fait. Tout à fait. Mais donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que les développeurs quand même mentionnent qu'ils peuvent se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, plus intéressantes pour eux. Et ils peuvent prendre des raccourcis pour des choses assez simples que Copilot va pouvoir gérer. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà en tout cas pour cette fonctionnalité de Copilot. Est-ce qu'il y en a d'entre vous parmi les développeurs de la chatroom qui ont déjà utilisé Copilot? Est-ce que vous y avez eu accès ou pas du tout encore? Et si vous n'y avez pas eu accès, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Alors attendez, vous savez quoi, on va faire un petit sondage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sondage. Hop. Hop. Oh là là, ce clavier. Pourquoi on ne peut pas avoir un clavier simple qui fonctionne? Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Je ne vois plus mon écran. J'ai pété le live en direct. Je ne vois plus ce que je fais. C'est parfait. Putain. J'ai grossi l'écran. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Merci, clavier de merde. Putain. Est-ce que je suis toujours en live? Est-ce que vous me voyez? Ouais, je suis toujours en live. Elle a fait Alt. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vous vois sur l'écran tout là-bas pour voir la chatroom. Ça va être pratique de terminer l'émission comme ça. Ça va être génial. Oh là là, la galère. Ne jamais utiliser du matériel qu'on ne connaît pas. C'est... Putain. Et puis alors, impossible de revenir là. Au secours. Oui, je lis bien l'oreillette. Si vous avez des conseils pour que je revienne sur un affichage normal, je suis preneuse là parce que je suis en panique, je suis en galère là. Je suis pas en panique, mais je suis en galère. Très nettement. Je ne connais pas ce clavier, je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé. Putain. Et en plus, ah d'accord, ok. J'ai grossi, donc là j'ai grossi encore une fois l'écran. Donc comment je fais pour dézoomer sur cet écran? J'ai fait option plus, je ne savais même pas que ça allait faire ça. Comment je fais pour dézoomer? Si vous avez une astuce. Là. Le sondage s'est bien lancé. J'espère pas parce que j'ai pas fini de l'écrire. Oh, putain, l'horreur.
Tu as zoomé, donc option moins. Bah oui, mais j'ai pas de moins sur le clavier. Le moins est sur le même endroit que le plus. C'est ça le problème avec ce putain de clavier, quoi. J'ai pas de moins sur ce... Je ne vois presque plus rien sur l'écran. Ah, tu l'as lancé, Grolb, merci. La Timothée m'aide, là. Je vais pas pouvoir continuer le stream, là. Je vois presque plus rien sur l'écran parce que j'ai trop zoomé. Non, mais sérieux, là. C'est ridicule. Alors, dézoomer. Comment je peux faire? Non, ça marche pas. C'est pas ça. Putain, c'est ridicule. Je suis désolée, hein, vous me voyez galérer en direct, là. Écoutez, je sais pas quoi faire. Ah, ça y est. Non. Non, non. J'ai cru, non. J'ai cru que j'avais trouvé. Je n'ai pas trouvé. Bon. Qu'est-ce que je fais, là? Oh, j'ai encore plus zoomé. Ok, je vois strictement plus rien, là. Qu'est-ce que je fais? J'arrête le live. C'est ballot, quand même, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Timothée qui peut m'aider, là? Je vois même plus Discord. Bon. Ouais, j'arrive même plus à voir Discord, j'ai l'impression. Donc je peux même pas voir option molette souris. Ça ne fonctionne pas. Non. Bon. Ah, ça y est. J'ai trouvé, c'était Alt. C'est pas option. Est-ce que je vais y arriver, là? Ah ouais, non, mais là, c'était la grosse galère, quoi. Je vais prendre mon clavier maintenant pour faire le mug. Ou je vais prendre un Mac, je vais retourner sur mon Mac, parce qu'alors vraiment, ce genre de galère, c'était pas marrant du tout. Donc ça m'a quand même déréglé tout l'écran. Je ne vois toujours pas Discord. Pourquoi? J'ai toujours Discord grave zoomé. Bon, écoutez, on va quand même... Excusez-moi. J'essaie de récupérer mes petits. Waouh. Oh là 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 là. Bon. On va arrêter de toucher à des trucs. Hop, voilà. Là, j'ai récupéré un petit peu. Je réinstalle mes trucs. Excusez-moi hein, pour cette grosse galère du matin. Non, mais en fait, c'est le problème, c'est quand vous faites un boulot sur un matériel que vous connaissez pas vraiment. Et donc, du coup, ben, c'est un peu la galère. J'ai pas l'habitude de Microsoft et de ces claviers PC, là, qui ont des touches, des machins qui correspondent pas à ce que j'ai l'habitude. Donc, du coup, pour les raccourcis, c'est pas les mêmes. Et du coup, voilà. Bon. Du coup, j'ai pas vu le résultat du sondage. Tout va bien. Et je ne vois toujours pas Discord parce que c'est grave zoomé et là, je n'arrive pas à modifier. Bon, bah, écoutez, voilà. Je sais pas où j'en étais, du coup. J'étais sur GitHub. GitHub et l'intelligence artificielle. Courage, ouais, je vais en avoir besoin, là. Le sondage était à 78% pour le non. Ah là là, mais comment vous êtes... super définitif là dans je trouve. Non mais
Enfin, à 78% pour pas utiliser Copilot. Oh là là, mais vous êtes réfractaire au changement, là, dans la chatroom. C'est chaud, quand même, hein. Pourquoi autant de haine contre Copilot? Pourquoi autant de haine? Vous allez voir, en fait, ça va vous simplifier le travail, hein. Pierre-Yves, non, je ne veux pas vous donner le modèle du clavier, ça sert à rien, c'est juste une question d'habitude Mac-PC. Donc c'est pas forcément le clavier, là j'ai juré contre le clavier, mais c'est une très bonne marque en plus comme clavier. Donc ça sert à rien. Faut pas en vouloir au clavier, c'est juste que quand tu travailles 90% de ton temps sur Mac et que en fait 1 heure par semaine tu dois bosser sur un PC, évidemment que tu vas pas retrouver tes petits. Et que du coup bah t'as pas les mêmes raccourcis. Donc c'est vraiment une question plus d'habitude que ça. Ah, vous avez fait le sondage, est-ce que tu as déjà utilisé? Ok, c'était pas le sondage que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ok. Est-ce que c'était... Ok, donc c'est normal que vous voulez... Mais il y en a quand même, du coup, qui l'ont utilisé, c'est cool. Ah, je serais curieuse de voir votre retour. Quand j'entends copilote, je pense automatiquement au film Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ouais. Il y en avait plus ce matin dans le mag. Il y avait plus de pilote. Ah, hyper intéressant. Olivier Rossel nous dit ça fait déjà plus de 6 mois que je l'utilise quotidiennement pour le taf et les projets perso. C'est un vrai régal. Rien que l'autocomplete amélioré fait gagner un temps de fou. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Il y a C'est pénible cet identifiant, c'est pas mal d'ailleurs comme pseudo, qui dit j'utilise Code Whisperer. Et il y a Paul qui dit pour des solutions plus experts, il existe Tab9. Le mug s'est craché sur une île flottante, c'est à peu près ça, ouais. Ok, donc voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on entend parler de copilote, et je pense que dans l'évolution logique d'automatiser certaines tâches où vous avez peu de valeur ajoutée, genre pour des codes simples, enfin des lignes de code simples et tout, ça va être quand même un temps de gagner de fou cette fonctionnalité. Donc moi, je suis assez emballée en tout cas par la proposition de copilote, quoi. En tout cas, je vous propose qu'on continue et on continue cette fois-ci en se divertissant un petit peu. Est-ce qu'il y a des fans de GeoGuessr? Alors, est-ce que j'essaye de faire un sondage sans, sans foutre en l'air le mug ce matin? Pression. Pression, pression. Hop. Et avez-vous... Ah là là, ce tiré que je n'arrive pas à faire sur ce clavier. Quand je vous disais d'habitude, voilà. Ok, avez-vous déjà fait du géo déjà joué à GeoGuessr ou suivi une partie? Ah, c'est trop long. Hop. De GeoGuessr. Voilà. On va dire plusieurs fois. Une fois. Ah, punaise, la limite de caractère dans les sondages de Twitch. Je veux pas y arriver ce matin. Hop.
Oh là là, mais c'est pas possible. Oh, les copier-coller qui fonctionnent pas et tout. Non, mais sérieux, quoi. La moindre feature basique existe même pas sur Twitch, quoi. Non, pas encore. Non, pas tenté. Voilà. Hop. Voilà, petit sondage. Du coup, pour voir qui de vous connaît un peu le principe de GeoGuessr et y a déjà joué, avez-vous déjà joué ou suivi une partie de GeoGuessr? Vous avez le choix entre plusieurs fois, une fois, non, pas encore, ou non, pas tenté. Pas tenté dans le sens, ça vous intéresse pas. Voilà. Et ça m'intéresse d'avoir votre avis. Alors c'est quoi GeoGuessr? Tout simplement le principe c'est alors à l'origine c'était avec Google Maps, hein. Ça vous permettait en fait d'atterrir dans un lieu qui pouvait se retrouver n'importe où dans le monde, puisque vous utilisiez la base de données de Google Maps, et d'essayer, en naviguant et en récupérant des indices, de deviner où est-ce que vous étiez dans le monde. Donc ça, je trouve ça assez cool quand même. C'est un concept de jeu qui a été publié le 9 mai 2013 par Anton Wallen, qui était un consultant en technologie suédois. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a deux jeunes développeurs anglais autodidactes qui ont eu l'idée en fait de transposer les paysages de nombreux jeux vidéo dans un GeoGuessr justement adapté à leur sauce. Donc, ils ont vraiment repris le même concept, sauf que ils vont le décliner avec différents univers comme Fortnite, World of Warcraft, Skyrim, Grand Theft Auto 5 et aussi un des prochains sur la liste, ça serait Elden Ring. Voilà. Donc du coup, assez cool quand même comme principe. Enfin, moi, je trouve ça assez cool. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous tente? Tu viens de découvrir, toi, Pierre-Neve? Super idée, nous dit Baron Mountain. Alors vous, ça vous intéresserait de pouvoir suivre une partie de GeoGuessr sur un de vos jeux favoris? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs dans la liste là que je viens de citer? Il y a, moi, World of Warcraft, je serais curieuse, mais je connais pas assez. Skyrim, j'en ai entendu beaucoup parler. Mais ouais, moi par exemple, si je voyais Divinity Original Sin, ça me ferait bien kiffer. Ça me ferait bien kiffer de pouvoir faire une partie de GeoGuessr parce que c'est un de mes jeux préférés. Mais voilà, sur ce genre de jeu où les paysages sont juste incroyables. Alors Divinity Original Sin, c'est pas le meilleur, mais bon, Skyrim, je sais que j'en ai beaucoup entendu parler. Elden Ring aussi. J'en ai beaucoup entendu parler en bien. Ça doit être incroyable de faire des parties de GeoGuessr là-dessus, quoi. Et donc, du coup, sur le sondage, vous êtes quand même 47% à avoir déjà joué ou suivi à une partie de GeoGuessr. Donc, vous êtes plutôt familier quand même avec le concept. Ça se joue tout seul ou on peut jouer avec d'autres? Je pense que tu peux jouer à plusieurs pour que ce soit le premier qui trouve, en fait, qui soit le plus rapide. Mais je suis pas assez experte sur le sujet. Un GeoGuessr dans Night City Cyberpunk, ça serait sympa, ouais. Ouais, complètement. Je crois que Cyberpunk aussi, en termes de paysage et d'environnement et de lieux, ça doit être assez sympa. Il y a Atseko qui nous dit « J'aimerais tellement faire du GeoGuessr de Breath of the Wild ». Je connais pas ce jeu. Donc vous êtes 47% quand même à avoir déjà joué ou suivi une partie, 21% à dire pas encore, mais a priori intéressé. Il y a seulement 19% qui sont pas intéressés. Donc c'est pas mal, quoi. En gros, vous êtes quand même assez hypé sur le concept, quoi. Et donc du coup, il nous explique que le jeu consiste du coup à vous balader dans un jeu vidéo. Est-ce que je peux vous montrer un exemple? Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Avec Fortnite, notamment. Hop. Voilà. Donc là, vous avez un exemple avec Fortnite. Et il faut deviner, du coup. Faut deviner où vous trouvez par rapport aux 20 saisons de Fortnite. Donc là, vous voyez que vous sélectionnez, du coup, où vous pensez être. Et donc, ça vous dit aussi à quelle distance vous vous trouviez du point que vous avez estimé être. Donc ça, c'est assez intéressant.
Ah ouais, pas mal. Donc voilà, vous pouvez tourner sur vous-même pour essayer de voir où est-ce que vous étiez. Là, vous voyez un point d'intérêt avec le bâtiment. Et par rapport à l'arbre et à la maison, par rapport au point de vue, ça vous aide à savoir où est-ce que vous étiez, ouais. Donc je trouve ça assez cool, ouais. Assez cool, assez cool. C'est drôle car dans Zelda, il y a déjà ce concept avec les souvenirs à retrouver sur la carte en fonction d'une photo. Ah, c'est cool ça, je connaissais pas. Donc ouais, vous êtes assez emballé quoi. Bah voilà, donc du coup, vous avez l'information. Alors, il y a des jeux qui ont plus ou moins bien fonctionné d'ailleurs avec ce principe de GeoGuessr. Il y a eu un accueil timide par rapport à Fortnite, mais par exemple, les fans de World of Warcraft ont été très très nombreux à vouloir tester le jeu de manière GeoGuessr. Plus de 215 000 joueurs se sont affrontés depuis le lancement mi-novembre. C'est énorme quand même. En tout, plus de 2 millions de parties ont été lancées. Donc c'est quand même un joli succès pour ce GeoGuessr version jeu vidéo, quoi. Donc il y en a des nouveaux qui sont en cours de développement, comme sur Genshin Impact, Red Dead Redemption, Zelda Breath of the Wild. Ah, Breath of the Wild, c'était Zelda. Bah, du coup, tu vois, c'est en train d'arriver. Donc tu pourras patienter. Final Fantasy 14, trop cool, j'adore Final Fantasy. Ça me donne envie d'y jouer. Ou encore donc Elden Ring. Donc énorme chantier. Donc vous pouvez retrouver sur le site de Lost Gamer et voilà, et soutenir les deux créateurs de jeux. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur Lost Gamer. Il y a quelques publicités, une page Patreon si vous voulez soutenir un petit peu l'initiative. Mais je trouve ça intéressant de rebondir sur l'univers d'un jeu vidéo ultra connu et de permettre à des fans de le redécouvrir ou de repasser des moments préférés. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait... parce que quand on a fait un jeu vidéo, bah, on a envie peut-être de revoir des endroits ou de se remémorer des bons moments passés. On n'a pas envie de tout refaire des fois, le jeu vidéo 4 fois. Et donc, du coup, je trouve que c'est une manière assez maligne de rassembler un petit peu une communauté de fans autour d'un jeu vidéo de manière positive, quoi. Voilà. Donc, je trouvais l'idée super sympa. Bien vu, en tout cas, à ces deux Britanniques, quoi. J'ai même pas donné leur nom, je crois. C'était Lewis et Atticus. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez retrouver l'article, c'est un article de Vice. Les univers ne sont pas copyrightés, ils peuvent les utiliser. Écoute, El Chico, ils font pas d'argent avec les jeux, donc je pense qu'ils n'ont pas ce problème de copyright. Et ils ont juste un Patreon. Donc tu n'achètes pas les jeux, en fait, ils sont en libre accès. Alors, tu me dis, on peut trouver ça où? J'essayais de trouver justement où est-ce qu'on pouvait trouver ça pour vous le communiquer, mais en fait, c'est pas vachement bien partagé dans l'article. C'est un article de Vice, et a priori, de ce que je comprends, vous pouvez aller sur le site de Lost Gamer. Alors, attendez, je vais chercher en live pour voir si c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est lostgamer.io. Je vais vous montrer le site. Hop. C'est lostgamer.io. Test your gaming geography. See if you can pinpoint your location just by using your surroundings and knowledge. Et donc là, vous avez vu, vous avez donc les jeux qui sont disponibles. Skyrim, Grand Theft Auto 5, World of Warcraft, Shadowlands, Fortnite. Et les prochains qui arrivent, Apex Legends, Genshin, Final Fantasy XIV, Elden Ring, Escape from je sais pas quoi, Red Dead Redemption et Zelda. Donc vous pouvez suivre l'information là-dessus.
Donc assez cool quand même, assez cool. Donc le site c'est lostgamer.io. Et Samuel vient de vous partager d'ailleurs l'article dans la chatroom. Merci beaucoup Samuel. Donc voilà pour ceux qui voulaient savoir comment le retrouver. Je vous propose de continuer avec la dernière news tech de ce matin. C'était justement la rédaction de Presse Citron qui a testé pour vous, ou en tout cas pour ses lecteurs, le service de Paramount+. Paramount+, c'est quoi? Eh ben, tout simplement, c'est un nouveau service de streaming disponible. C'est disponible en essai gratuit d'ailleurs pendant une semaine, donc vous avez la possibilité tout simplement de le tester sans payer pendant une semaine. Et ils l'ont exploré un peu. Ils ont testé. Là, vous voyez un peu une capture d'écran de l'interface, où vous avez d'ailleurs tout l'univers de Star Trek qui est disponible sur Paramount+. Mais pas que. Vous pouvez voir que vous avez notamment tout ce qui est le Parrain, Top Gun et compagnie. C'est quand même assez impressionnant. Et donc du coup, pour souscrire, donc assez classique, hein, vous pouvez vous souscrire depuis votre smartphone, depuis le site internet de Paramount, ou aussi directement ajouter l'option Paramount Plus depuis votre abonnement Canal+, si vous avez un abonnement Canal+. Hein. Nous, c'est ce qu'on a fait pour l'instant. On l'a testé. Le tarif de Paramount Plus, c'est 7,99 € par mois. Voilà, vous n'avez pas plusieurs offres, c'est une offre unique. Le catalogue de films et de séries est assez impressionnant. Hein. Vous pouvez y retrouver donc tout l'univers Star Trek, la saga Indiana Jones, vous pouvez retrouver l'intégrale du Parrain, etc. En termes de séries et de création originale notamment, vous pouvez avoir The Offer, qui raconte d'ailleurs la création du film Parrain. Vous avez également 1883. Vous avez Tulsa King, la première série de Sylvester Stallone. Mais vous pouvez retrouver également les pépites de Showtime, notamment Dexter, Billions, Ray Donovan, Nurse Jackie, The L Word ou Californication. Voilà. Vous retrouverez également sur l'application des contenus de la chaîne MTV et notamment, du coup, ça vous donne accès à pas mal de documentaires de légendes dans la musique, de concerts mythiques, d'histoires autour de la musique, etc. Donc ça, c'est assez cool. Aussi... Donc voilà, donc là clairement, a priori, Paramount Plus, en tout cas c'est l'avis de Presse Citron, il vise plus sur la qualité que la quantité du back catalogue, donc vous êtes prévenus. Il n'y a pas une quantité incroyable de programmes, mais vous avez quand même des programmes assez mythiques que vous avez peut-être pas encore vus ou que vous aimeriez revoir. Alors je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom par rapport à Paramount Plus. Il y a notamment le concert de Liam Gallagher à Newport en 2022 sur la plateforme. Ça doit être assez fou. Donc logiquement, toutes les prods Paramount vont disparaître de Prime ou Netflix, j'imagine. Par Romarutan, peut-être pas immédiatement. Rappelle-toi ce qui s'était passé pour Disney+. Disney+ avait mis un certain temps, je pense au moins un an, avant de rapatrier des séries type Marvel qui est une licence aujourd'hui qui appartient à Disney, avant de les rapatrier sur la plateforme Disney+. Donc c'est peut-être pas immédiat. Parce qu'en fait, les droits ont été négociés pour une certaine durée aussi. Mais peut-être qu'à terme, en effet, ça va partir. À voir. Il y a l'Unita qui nous dit « J'ai regardé Paramount Plus, heureusement que c'est Canal qui paie car je suis pas emballée. » D'accord. Et pourquoi t'es pas emballée? Tu nous dis un peu des deux. Manque de contenu ou pas ton style de contenu? Ouais, c'est possible, hein. De l'autre côté, il y a HZE1966 qui dit « Agréablement surpris par Paramount Plus inclus dans MyCanal. » Après, quand c'est inclus, du coup, tu mets pas le même prix dessus, quoi. Aussi. 8 €, c'est trop cher pour l'offre, peu de contenu. Ouais. Non, mais je comprends. D'ailleurs, même en termes
d'expérience. Donc ils le disent eux-mêmes, hein, il manque quand même de variété, hein, surtout si vous avez déjà vu les classiques de Paramount, que vous n'avez pas forcément envie de vous les retaper. Et donc du coup, l'interface aussi est pas top de l'application. Donc bah là, tant mieux pour ceux qui ont accès à Paramount depuis l'application MyCanal. Il paraît que l'interface est pas super. La navigation à l'intérieur de la plateforme est un peu un casse-tête. Il n'y a pas d'algorithme de recommandation et par exemple, les suggestions tournent souvent autour des mêmes films ou des mêmes séries. Et il y a même des fois une œuvre qui est proposée, mais elle est ensuite impossible à retrouver dans les catégories ou dans la section recherche. Et donc du coup, il faut vraiment la rajouter dans sa liste pour pas la perdre, quoi, de manière un peu systématique. Pareil, il y a des petits bugs qu'ils ont notés sur l'application. Par exemple, l'application est capable de relancer une série à l'endroit où vous l'aviez laissée, mais c'est pas systématique, c'est pas avec toutes les séries. Donc il y a des petits problèmes aussi ici. Et Paramount Plus n'arrive pas à indiquer aussi quand un épisode ou un film a déjà été visionné. Il n'existe pas non plus de section déjà vue ou si vous souhaitez le revoir. Donc là, c'est un peu problématique. Après, ils en sont au début, mais ce qui est bizarre, c'est que certes, ils viennent peut-être d'arriver en France, mais l'application n'est pas toute neuve parce qu'en fait, ils existent depuis un certain temps aux États-Unis. Donc c'est un petit peu étonnant par rapport à la qualité de l'expérience. Après, c'est le problème aussi de ce genre de service où le cœur de business n'est pas forcément l'application en streaming. Et donc, du coup, ils n'ont pas les compétences poussées ou le budget nécessaire pour pousser un peu plus l'application. Donc, à voir, mais préparez-vous en tout cas pour l'application. En tout cas, si vous êtes tenté, vous savez un petit peu à quoi vous en tenir pour 7,99 € par mois, quoi. Voilà. Voilà pour les articles de ce matin. J'espère que l'émission vous a plu. Et avant de passer au Cornfac, on va quand même remercier notre sponsor ce matin. Notre sponsor, vous le connaissez, c'est évidemment Shadow. Vous le voyez là à l'écran. Le PC dans le cloud. Shadow, donc c'est un service de cloud computing, vous le connaissez. Tout ce que vous pouvez faire avec un PC classique, vous pouvez le faire avec un PC Shadow. Donc ça veut dire surfer, jouer, travailler, vous distraire. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil ou presque, hein. Par exemple, vous pouvez le faire depuis votre vieux PC ou votre nouveau Mac, sur un smartphone Android ou iOS, sur une télé connectée ou même un Raspberry Pi 4. Donc c'est pas mal. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une connexion Internet stable. Au niveau jeu, la grande force de Shadow par rapport aux autres offres de cloud gaming, c'est que c'est un vrai PC complet. Donc vous avez tous les jeux et tous les modes disponibles, peu importe la marketplace sur laquelle vous achetez. Donc c'est aussi compatible avec tous les logiciels, donc la même logique, hein, c'est la force de fait d'avoir un vrai PC dans le cloud et pas juste une plateforme de cloud gaming. Vous pouvez avoir des logiciels professionnels comme Photoshop, Blender qui tournent sur un PC Windows 10. Bref. Vraiment, Shadow, c'est un PC accessible pour 29,99 € par mois. Mais c'est pas la seule offre disponible, car vous pouvez le voir là. Je vous montre un petit peu. Donc, la première offre, c'est 29,99 €. Mais si vous voulez plus de puissance, vous avez la formule Power. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'elle vous permet? C'est une configuration encore plus performante et récente, optimisée pour le ray tracing, avec une carte graphique RTX 3070 ou équivalente, pour un supplément donc de 14,99 € par mois. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé, n'attendez pas, hein, vous pouvez tester Shadow. Vous aurez 10 € offerts sur le premier mois d'abonnement avec votre code NAOTECH10. Vous avez la possibilité aussi de saisir la commande !Shadow dans la chatroom pour récupérer le lien d'affiliation avec le code. Et comme ça, vous pouvez tester avec un mois à 10 € de moins. Donc, c'est pas mal. Parce que du coup, ça vous revient à 19,99 € si vous prenez la formule normale. Et ça vous rend la formule Power vachement plus accessible également si vous êtes intéressé. Voilà pour Shadow. Un grand merci à eux de soutenir l'émission et de nous permettre de pouvoir continuer l'émission. Voilà, c'est la fin donc du Kawa. Je vous propose de faire la transition avec le Cornfac.
Et voilà, c'est le Cornfac. Je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions et discuter de tout et de rien. Voilà, on a encore 5 minutes, il est 9h presque 20. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des séries, des films ou des albums à recommander ce matin? Qu'est-ce que vous avez vu comme série dernièrement qui vous a vachement plu, vachement marqué? Caradoc, tu me demandes qu'est-ce que moi je regarde en ce moment? Écoute, j'ai terminé Andorre. Il m'a fallu un peu de temps. En fait, on a 36 000 séries en parallèle. Et donc, du coup, il m'a fallu un peu de temps pour me mettre en Andorre. J'ai vraiment galéré sur les 3 premiers épisodes. Je me suis vraiment embêtée sur les 3 premiers épisodes d'Andorre. Après, vraiment, ça bouge. Il y a vraiment de l'action, l'intrigue s'étoffe et tout. Et donc, en fait, je me suis bien... alors, je vais être transparente avec vous, j'ai pas adoré toutes les séries Star Wars qui sont sorties. Notamment, Boba Fett, ça a été un petit peu une purge. Et certaines parties de The Mandalorian. Mais là, Andorre, passer les 3 premiers épisodes qui sont très chiants, je préviens, très pénibles, en fait, je me suis assez prise au jeu et j'aime bien l'acteur. Je crois que c'est Diego Luna. Je trouve que l'acteur il change un petit peu des héros qu'on a l'habitude de voir. Je l'avais bien aimé déjà dans le film, je crois que c'était Rogue One. Et il est vraiment bien, il mérite vraiment le succès qu'il rencontre, donc très chouette. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Eh ben, je finis presque Better Call Saul. Voilà, vous m'aviez mis au challenge de regarder Better Call Saul. J'en suis aux derniers épisodes, presque. Il m'en reste 3. Saison 6, épisode 11. J'ai vu des personnages que je suivais qui sont morts. Traumatisme. Voilà, donc je sais pas si j'ai terminé cette semaine, mais peut-être. Donc Better Call Saul, dernière ligne droite, 3 derniers épisodes. Bon, je suis contente que ça soit terminé parce que c'est pas une série qu'on peut binge-watcher et moi je l'ai un peu regardée genre pour rattraper. Donc du coup, j'ai pas pris autant de plaisir, je pense, que si je l'avais regardée avec son rythme de diffusion normal. Mais c'est une super série. Franchement, il y a des dénouements, voilà. Je suis vraiment curieuse de voir les derniers épisodes, surtout après s'être accrochée à ces personnages. Qu'est-ce que j'ai regardé remonte dans le temps. Qu'est-ce que j'ai regardé de plus? On a commencé What We Do in the Shadows saison 4, mais on l'a un peu mis en pause parce qu'on avait 36 000 autres séries. Donc là, on en est où de What We Do in the Shadows? On en est à l'épisode 4 de la saison 4. On n'a pas encore vu celui-là. On a commencé aussi Derry Girls. Derry Girls, série disponible sur Netflix. Très très rigolote, c'est une comédie, vous suivez des adolescentes en Irlande, avec en plus à une époque où voilà, l'Irlande faisait face à des conflits, etc. Donc hyper intéressant. C'est que le début, on a à peine commencé, donc il faudrait qu'on la continue. Mais pour l'instant, la BO est juste incroyable, elle vous fout la patate. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'a pas encore repris la série Stage qu'on avait adorée durant le confinement. Stage, qui est donc du coup 2 acteurs, David Tennant et Michael Sheen, il me semble. Qui étaient en confinement et donc qui se parlaient par appel vidéo interposé et qui essayaient de préparer des productions à distance, etc. On avait adoré cette série. On avait vu les 2 premières saisons. Là, il y a la saison 3. Je savais même pas qu'il y avait une saison 3 en cours de production. Il y a la saison 3 qui vient de sortir, donc j'ai trop hâte de la reprendre, mais il faut que je trouve où je peux la regarder. Mais j'avais adoré. Il y a The Crown qu'on n'a pas encore commencé. Enfin, quand je vous dis on est en retard, surtout, il y a Mythic Quest qu'on n'a pas repris non plus. Tout ça, ça fait partie des listes de séries. Alors, FR Jess, tu mentionnes Slow Horses. Je veux absolument la voir. Il y a un acteur que j'adore dans cette série. C'est sur Apple TV, je crois. Il me semble. Je l'ai repéré, je l'ai mis dans ma liste de séries, mais j'ai pas encore eu le temps.
Euh, Le calvaire Boba Fett, ouais, c'est un peu ça. Narcos, je l'ai pas vu. Smallville, ça remonte, hein. Smallville, je crois que j'ai vu quelques épisodes, mais j'étais pas forcément le public visé à l'époque. J'étais un petit peu trop vieille. SAS Rogue Heroes, série historique sur la création des SAS britanniques à la Seconde Guerre mondiale. Trop cool. Jérôme dit super série. Juste un très grand merci à toi pour la reco que tu avais faite pour Normal People. Oh, trop bien, grain de bouteille. Trop ravi que ça t'ait plu. Ça reste une série et un livre. Je te conseille de lire le livre si t'as. Il est très court à lire. Vraiment, si t'as aimé la série, je te conseille le livre. Il a les mêmes avantages que la série, mais il te donne une perspective un petit peu différente que moi j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai dévoré en une après-midi, le livre. Contente que ça t'ait plu. Ça me fait plaisir parce que ça reste vraiment une œuvre, que ce soit le livre ou la série, chère à mon cœur. Ça m'avait vraiment bouleversée, mais dans le bon sens du terme. Très émue. Mais pourquoi les séries commencent toujours avec 2-3 épisodes chiants? El Chico, ouais, il y a un souci. Hein. Je pense qu'il y a un risque quand même. C'est le début d'une série, si t'arrives pas à accrocher ton public. Et là, c'est vrai que Andorre, c'était compliqué. Hein. Je me suis repris à 2 fois. Hein. Juste pour les premiers épisodes. Après, passer les 3 premiers, ça allait. Pas de problème, j'avais envie d'y revenir. Mais alors, les 3 premiers, c'était la purge. Mais j'ai insisté. J'ai insisté parce que j'ai entendu que c'était bien après. Alors, Victory me dit Disney a pensé les 3 premiers épisodes de Andorre comme s'il ne faisait qu'un. Ouais, mais bon, ça change pas que tu te fais chier quand même. T'es pas censé te faire chier dans un film non plus. Alors, moi, en plus, j'adore quand il y a la mise en place du contexte, de l'environnement, des personnages, de la backstory, etc. Mais là, non, mais ça va, quoi. Franchement, bref. Puis alors, il y a des trucs, tu voyais pas trop l'intérêt. Genre la planète de naissance, a priori, du personnage principal. T'as des flashbacks, ça te sert pas à grand-chose. Par contre, ça ralentit bien le début. Voilà. Perso, t'as regardé The End of the Fucking World? Ouais, j'avais bien aimé cette série, mais elle a été arrêtée. Il n'y a jamais eu de saison suivante. Je me refais The Witcher, là. Ah ouais, bah nous, on s'est refait après avoir regardé la série télé sur le Seigneur des Anneaux. On s'est refait Bilbo, et là, on s'est redémarré le Seigneur des Anneaux. On se les fait chronologiquement. Mercredi, ça vous tente? Écoute, je sais que Jérôme a commencé. Moi, ça me tentait pas du tout. Et en fait, j'ai écouté le podcast de Season 1 hier. Et ils ont été tellement dithyrambiques sur la série que ça m'a donné envie. Donc, je vais peut-être regarder la série mercredi sur la famille Adams. Il y a Nat du 05 qui dit mercredi, j'ai adoré. Sons of Anarchy, tu connais? Oui, ben oui, je l'ai regardé. Sons of Anarchy, j'ai regardé. J'ai pas trouvé Phoenix sur Tidal. Bah, dommage, parce que c'est quand même vachement bien. Ah, il y a FRJS qui nous dit « Je dois finir Conversation with Friends », qui est le premier livre de l'auteur de Normal People. Moi, je l'ai pas lu, Conversation with Friends. J'ai lu son livre d'après qui m'avait beaucoup moins plu. Donc, ça m'intéresse que tu me dis ce que tu en penses de ce livre. Bah, CPXR, tu nous dis t'as pas trouvé chiant le début d'Andorre. Bah, franchement, tant mieux pour toi. Hein. Donc, si t'as pas trouvé le début chiant, tu vas encore plus kiffer la suite. Mon oncle Charlie, c'est pas mal comme nouvelle série. Comme nouvelle série? C'est pas une nouvelle série, mon oncle Charlie. Ah, on parle pas de la même série. Mon oncle Charlie, c'est avec Charlie Sheen, non? C'est une vieille série. Ah, Grob, tu nous dis Shirley Unam de Sons of Anarchy, il est dans Shantaram, la nouvelle série. Elle est bien, cette série? Parce que j'en ai pas forcément entendu du bien. Donc ça m'intéresse d'avoir ton avis. Ben oui, Season 1 existe encore. J'ai jamais arrêté de l'écouter. Ça existe encore, ouais. C'est là où je trouve mes principales inspirations de séries.
The Peripheral, c'est bien aussi, il y a du potentiel. J'espère qu'il y aura une saison 2. Je crois que The Peripheral, c'est sur Prime Video. Je l'ai vu aussi. Ça fait partie des saisons, potentiellement, que je suis des séries dont je suis intéressée, mais j'ai pas le temps. Du coup, t'as vu la suite de Sons of Anarchy, les Mayans? Alors non, j'ai pas vu, parce qu'en fait, à la fin de Sons of Anarchy, j'étais un peu saoulée quand même. En fait, j'ai eu un peu l'impression que c'était une surenchère à chaque saison, avec un nouveau gang, encore plus méchant. Et en fait, j'étais un peu... J'ai trouvé que la recette était un peu épuisée. Donc ça m'a pas du tout donné envie de regarder le spin-off avec The Mayans, qui est un autre gang. Oui, Mon oncle Charlie, maintenant, c'est avec Ashton Kutcher, ouais, mais c'est pas une nouvelle série. Mais non, alors j'ai vu quelques épisodes, mais j'ai pas suivi assidûment. Des fois, je tombais dessus, mais j'ai pas suivi assidûment. Ah, vous êtes nombreux à dire que mercredi, c'est cool, notamment aussi pour l'actrice. Ah, il y a une série Conversation with Friends? Mais elle est où? Dites-moi, elle est sur quelle plateforme? Je l'ai pas vue celle-là. Il faut que je me la rajoute. J'ai un doute. Je me demande si je l'ai pas vue sur Canal+. Je regarde en direct. Je l'ai pas vue sur Canal+, par hasard. Attends, je suis en retard aussi sur Canal+, là. Ah oui, ça y est, je l'ai vue. Si, eh ben, je l'avais mis de côté. Je l'avais mis de côté. Par les créateurs de Normal People en plus. Donc c'est la même auteure et en plus c'est par les mêmes créateurs. Ouh là 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 là. Ah, il y a l'actrice de Girls. Une des actrices de Girls. Ok. Oh là 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 là. Il faut que je regarde. Merci beaucoup pour le rappel dans la chatroom. Vous êtes les meilleurs. Ah oui, Succession, je regardais, ouais. J'ai regardé, ouais. Bon, mais mercredi, je vais essayer de me lancer. Vous êtes nombreux à me parler de mercredi. Bon, écoutez, il est 9h31. Merci beaucoup pour toutes les recommandations de séries, ça fait trop plaisir. J'ai bien retenu mercredi. Il faut d'abord que je finisse Breaking Bad. J'essaye de... non, pas Breaking Bad. L'autre, le spin-off, Better Call Saul. J'essaye d'évacuer un peu les séries parce que là, sinon, je n'ose même plus ouvrir mon application de séries tellement j'en ai à rattraper. Mais j'y suis presque. Et du coup, après avoir terminé Better Call Saul, la prochaine série que je commence, c'est mercredi. Voilà. Comme ça. Je suis vos recommandations dans la chatroom. Un grand merci d'ailleurs pour vos recommandations, vous êtes super. J'en profite aussi pour remercier Beat 42 Music, Optimus, Trolls Killers et Ulysse dans un pour votre soutien. Merci pour vos primes, vos abonnements. Un grand merci à vous. Et puis, on va voir un peu vers qui on va faire un petit raid ce matin pour pas vous laisser abandonner. Et ben on va aller rendre visite comme d'habitude avec chez Pépipin. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très très bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye.